Bonsoir à tous, soyez les bienvenus au Rendez-vous, votre magazine culture et société. Il aime le rock, la physique quantique et l'alpinisme. Il pourrait être la solution d'une équation entre les Rolling Stones et Einstein. Ce soir, rencontre avec Étienne Klein. Nous aurons matière à contredire, c'est son dernier essai de philo-physique. Physique quantique ou boson de Higgs, il a pris le pari de vulgariser la science. Enfin, Génération 3.0, quel avenir pour le futur ? Un débat proposé par Alexandre Tchekald. Bonsoir Étienne. Bonsoir. Soyez le bienvenu au rendez-vous, c'est un honneur, un véritable plaisir également. Alors Étienne, nous allons faire connaissance, la liste est longue. Vous êtes physicien, philosophe, spécialiste du temps, professeur à l'école centrale. Vous enseignez la physique des particules et la physique quantique. Alors vous êtes directeur du laboratoire de recherche sur les sciences de la matière au commissariat d'énergie atomique. On peut vous écouter sur France Culture lors de conversations scientifiques. Et vous êtes auteur d'une trentaine d'ouvrages. J'ai très certainement oublié plein de choses, mais le résumé est déjà pas mal. C'est pas mal, mais je suis âgé, c'est normal que j'ai fait beaucoup de choses. Je ne me permettrai pas, tout de même. Alors, votre dernier ouvrage, Matière à contredire, c'est un essai de philo-physique. C'est une invitation, je cite, à reconstruire la raison. C'est aux éditions de l'Observatoire. Pourquoi matière à contredire? Est-ce que la physique vient contre-argumenter la philosophie ou l'inverse? Non, il ne s'agit pas de dire que la physique pourrait remplacer la philosophie. La physique et la philosophie, c'est quand même deux disciplines très différentes. Les questions ne sont pas les mêmes. Le rapport aux œuvres du passé n'est pas le même. Un philosophe qui n'aurait pas lu Aristote ne serait pas un philosophe. Alors qu'on peut très bien être physicien sans avoir lu une seule ligne d'Einstein ou de Galilée. Donc c'est vraiment deux disciplines différentes. Leurs moyens sont différents également. Mais c'est l'idée que je défends. Parfois, les physiciens produisent des résultats par des expériences qui viennent éclairer ou modifier l'ensemble des réponses philosophiques qu'on peut apporter à une question philosophique. Vous parliez du temps. Le temps, c'est un sujet pour les philosophes, mais c'est aussi un mot mais pas que. C'est aussi qu'un mot qu'utilisent les physiciens. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on compare le discours des physiciens au discours des philosophes? Est-ce qu'ils parlent de la même chose? Si oui, est-ce qu'ils disent les mêmes choses, etc. Donc il y a tout ce travail de médiation entre ce que la science découvre et ce que les scientifiques pensent, ou ce que les philosophes pensent, qui mérite d'être davantage promu. Alors, moi j'aimerais qu'on parle de vos passions. L'alpinisme, ça c'est une des vraies passions. Votre terrain de jeu favori? C'est le massif du Mont Blanc. J'aime beaucoup la Corse aussi. Le Monte Cascinto fait partie de mes grands souvenirs. Et même si c'est pas vraiment de l'alpinisme, le GR20 est un circuit de randonnée assez physique. Vous l'avez fait? Je l'ai fait, oui. Et entièrement? Entièrement. Wow. Il y a très longtemps. C'était magnifique. J'ai un souvenir ébloui de tout ça. Et puis j'ai vu que la Corse développe beaucoup les trails, notamment de nuit. Et je trouve que les trails de nuit ont quelque chose que n'ont pas ceux de jour. Pourquoi? Parce que la montagne, la nuit, c'est quelque chose de très spécial qui modifie complètement les pensées, la perception. On peut avoir des hallucinations. Parce que le cerveau fabrique de quoi distraire ceux qui passent la nuit dehors. Et donc c'est ce que j'ambitionne de faire dans les années qui viennent. En Corse? Quelques trails en Corse, oui. Rendez-vous est pris donc. Alors, est-ce que le temps passe plus vite lorsque vous escaladez une montagne ou est-ce que lorsque vous êtes dans votre bureau? Moi, j'aime pas parler de vitesse du temps parce que vous savez, une vitesse, c'est une variation par rapport au temps. Donc dire que le temps a une vitesse, c'est dire que le temps passe plus vite que le temps, c'est bizarre. Alors le sentiment? Non, par contre, je pense que quand on est... Justement, ça distingue l'alpinisme de la randonnée. La randonnée, on peut être assez inattentif à soi-même et regarder le spectacle, la beauté des montagnes. Dans l'alpinisme, la plupart du temps, on est quand même rivé au présent. Ça épure de toutes les pensées parasites. Il y a des trucs à faire, on est concentré, passez-moi l'expression, mais on ne peut pas faire le mariole. Et ça donne un rapport au présent qui est beaucoup plus intense que dans la vie ordinaire. Le temps, c'est vraiment le parfait exemple pour illustrer cette transversalité philo-physique. Oui, le temps, c'est vraiment... Il y en a d'autres, l'espace, l'origine de l'univers, c'est des questions que les philosophes traitent, mais que les physiciens abordent. Et donc là encore, il y a besoin d'une confrontation des travaux des uns aux pensées des autres. Le temps, l'espace, la mémoire, le futur, la vie, la politique, la société, c'est quand même des terrains de jeu pour beaucoup de gens. Les théories s'enrichissent ou se contredisent? Pas forcément. Aujourd'hui, quand on essaie d'aller
voir de près ce qu'a pu être le Big Bang, ce qui a suivi le Big Bang. Il y a énormément de théories qui fleurissent, des modèles, parce qu'on a deux théories contradictoires en physique. La physique quantique, qui décrit les forces nucléaires, les forces électromagnétiques, et puis la relativité générale d'Einstein, qui décrit la gravitation, et seulement la gravitation. Donc c'est deux théories très différentes, mais dans l'univers primordial, il faut arriver à les unifier, parce que toutes les forces jouent ensemble. Et donc il y a énormément de modèles qui tentent de procéder à cette unification, et on a beaucoup de mal à les tester expérimentalement, parce qu'il faut des énergies inaccessibles au laboratoire. Je vais vous croire sur parole. Alors, matière à contredire, remettre en cause les certitudes. Si la physique trouve son prolongement dans la philosophie, est-ce que vous vous sentez davantage physicien ou philosophe? Moi, je pense que plus le temps passe, et moins je suis l'un et moins je suis l'autre. C'est-à-dire que je suis entre les deux. Je me situe entre, vraiment. Parfaitement. Je regarde ce que font les physiciens et j'essaie de traduire ce qu'ils font dans un langage que les philosophes puissent comprendre. D'ailleurs, il ne s'agit pas vraiment de démonter les certitudes, c'est plutôt les routines de pensée, les commentaires de commentaires. Il me semble que quand on a à sa disposition, quand on aime réfléchir à un résultat positif, à un vrai résultat, ça permet d'éviter trop de dérives et ça permet de choisir entre différentes options celle qui nous paraît la plus pertinente. Et parfois, ça ouvre des nouveaux chemins de pensée. Ça réenclenche une démarche intellectuelle. La découverte du boson de Higgs, par exemple, c'est une découverte majeure pour les physiciens, mais qui donne aussi l'occasion de revoir certains automatismes de pensée qu'on a pu avoir depuis des siècles. Le boson de Higgs, au mois de septembre, avec Jérôme Ferrard, vous aviez fait la promesse de nous expliquer, allez, en 2 minutes, ce qu'est le boson de Higgs. On essaye? Je l'avais promis parce qu'il n'y avait pas 2 minutes. Allez, 3. Non, mais voilà, on a toujours pensé depuis les Grecs, qu'il y a un lien entre matière et masse. Quand vous pensez à de la matière, vous pensez à masse, et puis quand vous pensez masse, vous pensez à particules de matière. Donc les deux notions sont vraiment intriquées l'une à l'autre. Et ce qu'on a découvert grâce au boson de Higgs, c'est que ce raccourci est trompeur. En fait, les particules élémentaires, comme l'électron, par exemple, sont des particules qui, en vérité, n'ont pas de masse. Mais nous avons l'impression qu'elles en ont une, parce que ces particules, dans leur mouvement, interagissent avec le vide, qui n'est pas vide. Le vide n'est pas Le vide quantique n'est pas vide, contient ce qu'on appelle des champs, les champs quantiques. Et c'est cette interaction des particules élémentaires avec ce champ qui crée l'inertie qui correspond à leur masse. Autrement dit, la masse, au lieu d'être une propriété, disons, intrinsèque des particules élémentaires, est le résultat d'une interaction de ces particules avec le vide. Et donc, vous voyez, ça change quand même beaucoup de choses dans la façon de penser la matière. Et ça, c'est une découverte majeure. De 2012, faite au CERN grâce à une grosse machine qui s'appelle le LHC, mais la particule avait été prédite dès 1964 par 3 physiciens, ce qui veut dire que les mathématiques qu'on utilise en physique ont la capacité de prédire l'existence de nouvelles sortes d'objets physiques. C'est-à-dire? En l'occurrence, une particule. Une particule. Et on l'a trouvée, et elle est comme elle avait été calculée. C'est quand même assez magique. Oui, il y a un peu de magie dans tout ça, un peu de mystère. Allez, quelque chose qui doit peut-être parler davantage à nos auditeurs. Vous êtes plutôt Beatles ou Rolling Stone? Bon, comment répondre de façon diplomatique? J'aime beaucoup les Beatles. Forcément. Mais je suis intégralement Rolling Stones. Pourquoi? D'abord parce que c'est une musique un peu plus écorchée. Les Beatles, c'est de la belle musique, c'est mélodieux, etc. Mais j'aime le côté écorché des Stones. Et puis, il y a cette durée de vie. 57 ans qu'ils jouent ensemble. Ils repartent en tournée bientôt aux États-Unis. Vous y serez? 76 ans d'âge moyen. Je ne sais pas si j'y serai, mais en tout cas, j'essaierai d'y aller. J'étais à Marseille au dernier concert. Et c'est quand même très émouvant de voir des jeunes gens, si j'ose dire, qui jouent ensemble depuis 57 ans. C'est quand même des gens qui ont changé la façon d'être jeune dans les années 60 et qui aujourd'hui changent la façon d'être vieux. Mick Jagger à Marseille, je pense que sur scène, il a fait un demi-marathon. C'est pas en faux. chantant. Et il a 75 ans, je crois. Alors, est-ce que je peux dire que vous êtes le Mick Jagger de la physique quantique? Non, il le prendrait mal. Parce que c'est un beau compliment pour lui aussi. Alors, Étienne, vous avez à cœur de vulgariser des notions complexes. Vous venez de le faire, d'ailleurs, avec brio, comme celle de la physique quantique. Alors, pour le grand public, ça relève, vous l'avez dit, du mystère. Un petit peu de magie dans tout ça. Pourtant, pour y parvenir, eh bien, entre autres, vous citez Bob Dylan. Vous appuyez sur la chanson. Et c'est pas juste parce que vous aimez les textes. Non, j'utilise la littérature
y compris Dylan, qui a le prix Nobel de littérature, hein, Oui. donc il faut le classer comme écrivain plutôt que comme chanteur. En fait, je pense que il faut arriver à reconstruire du lien social, ça tout le monde le dit, mais je pense qu'il y a des idées de la science importantes qui méritent d'être connues de tous. La physique quantique, c'est une vieille histoire, hein. Elle a été fondée dans les années 20 du siècle précédent, à une époque où on avait très peu de connaissances, d'ailleurs très peu de données par rapport à aujourd'hui, et puis c'est toujours la physique qu'on utilise pour décrire les interactions entre particules. Il y a des très belles idées là-dedans, qui ne sont pas des idées qui viennent spontanément de l'observation du monde qui nous entoure, donc c'est un peu élaboré, mais c'est très beau. Et je pense que les physiciens, les scientifiques en général, doivent faire l'effort de faire sentir ce que la science dit que ne dit pas déjà le langage. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop simplifier. Sinon, on retombe dans ce que dit déjà le langage. Et donc, il faut travailler la langue, la critiquer presque, pour lui faire dire des choses qu'elle ne dit pas spontanément. Un peu comme les poètes. Bah, vous qui aimez les jeux de mots, j'ignore s'il y a une corrélation entre la physique, la philo et vos aspirations. Vous aimez les anagrammes. Oui. C'est quoi l'anagramme de matière à contredire? Il y en a deux en fait. Il y a récréation à méditer. C'est pas mal. Et puis il y a rédaction téméraire. Ça, et les anagrammes, c'est deux. très sérieux. C'est quoi une anagramme? C'est on prend des lettres d'un mot et on change l'ordre des lettres et ça change le mot. Donc ça vient du fait que AB n'est pas égal à BA. Quand on écrit AB, on n'écrit pas la même chose que BA et ça change le sens du mot qui contient ces lettres. La physique quantique, c'est la même chose. Quand vous faites très rapidement, qu'est-ce qui distingue la physique quantique de la physique ordinaire, classique, comme on l'appelle? C'est que en physique quantique, vous mesurez la vitesse d'une particule, puis sa position. Donc la première opération, c'est A, la deuxième, c'est B. Vous n'obtenez pas le même résultat que si vous mesurez d'abord la position, puis la vitesse. Autrement dit, AB, pour la physique quantique, n'est pas égal à BA. C'est ce qu'on appelle la non-commutativité. Donc il y a quelque chose de quantique dans les anagrammes. Quand vous en parlez, ça a presque l'air simple. Alors, vous êtes friand de jeux de mots. Moi, je vous propose de poursuivre pour parler de l'avenir du futur avec Alexandre Tchekal. C'est le moment de la rencontre. Mon cher Alexandre, bonsoir. Bonsoir. Quel Bonsoir. plaisir de vous retrouver. Réciproque, c'est une joie de vous avoir ici. Fidèle au rendez-vous. Oui. Alors Alexandre, on va faire les présentations. Il est journaliste, il est également docteur en biologie, adepte des jeux de mots, ça vous fait un point commun, Ah oui. C'est déjà pas mal. Et vous avez décidé de nous parler de progrès. Alors selon vous, il n'est plus vraiment tendance, le progrès. Pourquoi ? Étienne Klein a fait un magnifique ouvrage qui s'appelle Sauvons le progrès, qui est une sorte de manifeste, de dialogue d'ailleurs, de manifeste pour le progrès. J'aime bien cette idée que le progrès est désuet parce qu'on est dans une espèce de monde aujourd'hui qui est un peu en état de crise permanente, ce qui est un peu antinomique. Le progrès n'est plus à la mode. On a l'impression que la science, quelles que soient les découvertes qu'on peut faire, les nouvelles technologies qu'on développe, d'une part ne fait plus rêver et n'inspire pas, pour reprendre un mot célèbre de la dernière campagne, un futur désirable. Ouais. Comment se fait-il que le progrès soit plus à la mode comme ça ? Je commencerai par faire une remarque sur ce que vous avez dit sur la crise. On est en crise permanente. Oui. En fait, l'idée de progrès, par définition même, elle met la société en crise, puisqu'elle invite la société telle qu'elle est à se comparer à ce qu'elle pourrait être en mieux. Oui. Du coup, ça la met en déséquilibre par rapport à elle-même. Elle doit changer, comment, etc. Ensuite, moi j'ai remarqué une chose assez étonnante qui a d'ailleurs déclenché l'envie d'écrire quelques lignes sur le sujet, c'est que quand j'étais jeune, de donc fort longtemps, la phrase « on n'arrête pas le progrès », me semble-t-il, était un jugement moral. Ça voulait dire il ne serait pas bien de vouloir arrêter le progrès, parce que le progrès étant une bonne chose, on doit l'accepter. Ça ne se fait pas, on n'arrête pas le progrès. C'est une sorte de salut enthousiaste adressé au futur. Oui. Or, pour mes étudiants, on n'arrête pas le progrès, ça veut dire autre chose. Ce n'est pas un jugement moral, c'est un jugement pratique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arrêter la course des choses. C'est presque une défiance vis-à-vis du Oui, progrès. c'est l'idée que ça nous échappe. Il n'y a pas de pilote dans l'avion, il n'y a pas de pédale de frein, on ne sait pas comment faire pour changer la direction. On est entraîné par une technologie galopante sans qu'on puisse vérifier que ce vers quoi elle nous mène correspond à nos désirs. Et finalement, cette dépossession du citoyen vis-à-vis de la science, elle est liée à des facteurs qu'on connaît bien maintenant, qui sont l'hyperspécialisation, l'hypercomplexité. Finalement, même le scientifique aujourd'hui est presque dépossédé de sa propre science, connaît très peu de gens, de chercheurs par exemple, qui sont capables d'expliquer l'entièreté de leur propre domaine d'expertise.
Les Regardez articles vous-même, sont- vous avez un téléphone portable, hein, je Oui. vous ai vu. Oui. Vous dites tout à l'antenne, Étienne. Oui. Il voit tout. Excusez-moi Oui. si j'ai Attention. trahi un secret, enfin, si ça complique votre vie privée. Non. Mais, J'ai qu'un téléphone. Personne ne sait dire comment ça marche un téléphone portable. Il a fallu d'ailleurs mettre ensemble les travaux de 17 prix Nobel de physique pour penser l'objet téléphone portable. Vous appuyez sur l'écran, même pas sur des touches, hein, sur l'écran, ça envoie un mail à votre correspondant à l'autre bout du monde, qui reçoit le mail sur son écran. Par quoi ça a été transmis? Quel est le vecteur de ce message qui part très loin et qui arrive instantanément quasiment chez votre destinataire? Personne ne sait dire. Autrement dit, contrairement à ce que pensaient les penseurs des Lumières, plus il y a de technologie dans la société, moins on a besoin de connaître la science qui la rend possible. Parce que l'iPhone, enfin le téléphone portable, les smartphones n'ont même pas besoin de notices. C'est très compliqué, mais le design est tel qu'on peut les utiliser sans rien connaître des principes qui le rendent possible. C'est un des principes de l'Axiomatic Design, qui est Voilà. de rendre ça pour l'utilisateur complètement, presque transparent en fait. Et donc on a ce paradoxe que la technologie nous éloigne de la science, alors que c'est la science qui l'a rendu possible. Maintenant, pour répondre à votre question sur la désaffection du progrès, avec un collègue qui s'appelle Gérald Bronner, qui est sociologue, il a regardé, lui, comment dans les discours publics, les mots apparaissent ou disparaissent. Et il a vu, ce que tout le monde pouvait d'ailleurs percevoir de façon presque intuitive, c'est que le mot progrès a disparu des discours publics à partir de la fin du XXe siècle, et aujourd'hui il a complètement disparu, il est remplacé par le mot innovation. On pourrait se dire, c'est pas grave, innovation, progrès, c'est des mots presque synonymes. Donc on a fait une permutation, mais elle n'a pas d'effet sur la pensée. Mais quand on regarde les rhétoriques du progrès et qu'on les compare aux rhétoriques de l'innovation aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est pas du tout la même chose. L'idée de progrès, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, elle suppose qu'on configure le futur Et qu'on agisse maintenant d'une pour façon ça. désirable et attractive. Et crédible surtout. Le progrès, c'est pas l'utopie. Donc il faut que ce soit crédible. Et puis ensuite, on fait les efforts pour faire advenir ce futur qu'on a désiré. C'est un chemin. Voilà, donc ça suppose une sorte de philosophie de l'histoire, et ça suppose que le futur soit pensé à l'avance. Alors que la rhétorique de l'innovation, elle s'appuie sur l'état critique du présent. On nous dit, bah, là, il y a tel problème, il y a des défis à relever, le changement climatique, le vieillissement de la population, raréfaction des ressources, problème d'énergie, etc. Et sans l'innovation, on ne peut pas relever ces défis. Autrement dit, la rhétorique de l'innovation s'appuie sur un temps corrupteur. Un temps qui dégrade les situations, qui abîme les choses. Et l'innovation, c'est ce qui permet de maintenir les choses en l'état. Et donc c'est un discours presque conservateur, en rupture avec le progrès qui, lui, supposait quand même des transitions, des bifurcations, des évolutions assez radicales. Ça ne motive pas des légions de nouveaux scientifiques à se former à la science. Hein. Non, mais moi, j'ai rien contre l'innovation. Hein. Par contre, je pense que le discours sur l'innovation, qui est innover, sinon on meurt, n'est pas très excitant. Alors à propos de l'excitation, vous dites qu'il faut réérotiser la science. J'ai l'impression que pour remettre de l'éros, pour remettre du désir, du manque d'être et pas du manque d'avoir seulement, finalement la science en elle-même ne se suffit pas. Il faut faire appel à des démarches plus philosophiques, plus historiques, plus sociales. Ouais, c'est l'expression que j'avais utilisée quand j'étais jeune, réérotiser la science. En fait, il y avait un slogan qu'on nous a beaucoup répété pendant des années, c'était qu'il fallait mettre la science en culture. Ça marche pas vraiment. C'est-à-dire, vous pouvez pas demander aux gens d'apprendre l'équation de Schrödinger, sans quoi ils ne seront pas des bons citoyens. On peut pas avoir une conception scolaire de la démocratie. En revanche, je pense qu'il faut inverser le slogan et qu'il faut mettre de la culture dans la science. C'est-à-dire que quand vous parlez de science, vous devez accompagner votre discours d'autres références que les références scientifiques. Elles peuvent être philosophiques. On a parlé de Bob Dylan tout à l'heure, elles peuvent être littéraires, elles peuvent être historiques, elles peuvent être liées à la bande dessinée, elles peuvent être liées à la science-fiction. Bref, si vous mettez de la culture dans la science et dans votre façon de la transmettre, alors la culture, enfin plutôt la science, atterrira dans la culture. Alors que la considérer comme une entité extérieure qu'il faudrait mettre comme un médicament Par injection. à avaler de façon obligatoire par petites cuillerées, je ne pense pas que ça marche. La photo scientifique, alors,
Je ne sais pas si on leur demande beaucoup de choses aux scientifiques aujourd'hui. Déjà, on leur demande de conserver une forme d'expertise pour garder une forme de contrôle sur la technologie, ce qui n'est pas évident. Et puis, on leur demande d'être utiles aussi. Aujourd'hui, quand vous expliquez un phénomène complexe ou de la recherche, cette recherche est déjà financée par projet, donc elle doit avoir une finalité qui est établie au moment même où elle commence, voire avant d'avoir commencé. Elle doit être utile. Oui, c'est pas toujours facile d'expliquer à quoi va servir une recherche. Et elle doit être utile, elle doit être facile à transmettre, et puis elle demande beaucoup d'argent. Donc le consentement de payer des outils aussi énormes que des accélérateurs à particules pour trouver des nouvelles particules, c'est quand même pas évident. Il y a quand même une pression énorme qui est mise sur le monde scientifique. Oui, il faut faire des promesses, en tout cas il faut dire à l'avance ce qu'on va trouver. Bon. Pas évident. Et imaginez Einstein. Vous savez que les GPS qu'il y a dans nos voitures utilisent le fait que le temps propre d'un satellite à une certaine altitude n'est pas le même qu'un satellite à une autre altitude. Ça, c'est Einstein qui l'a découvert en 1915, grâce à sa théorie de la relativité générale, bien avant qu'il y ait des satellites. Mais aujourd'hui, Einstein, il faudrait qu'il dise, écoutez, je vois un peu d'argent, pas beaucoup, mais pour étudier une nouvelle théorie de la gravitation, grâce à laquelle, dans quelques dizaines d'années, on disposera de GPS assez précis. C'est pas évident. Évidemment, il était incapable de prédire lui-même qu'un jour, il y aurait des GPS. Autrement dit, quand une découverte est importante, en général, elle ne peut pas se dire à l'avance, et encore moins prévoir les conséquences qu'elle aura dans la vie quotidienne. Alors comment est-ce qu'on décloisonne comment est-ce qu'on peut rendre accessible la science à tous? Est-ce qu'elle peut l'être d'ailleurs? C'est tout le rapport en fait entre science et langage, je trouve, qui est là-dedans. Puisque finalement, il y a un peu une ambivalence. À la fois, et vous en parlez très souvent, à la fois il y a le problème de comment parle-t-on de science, et on se rend compte que le langage courant, qui est presque séducteur pour expliquer la science complexe, il est souvent trompeur. On dit souvent que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. Moi j'ai l'impression que quand les mots viennent trop aisément, en général, c'est qu'on ne le conçoit pas très bien. On parle de vide, on parle de temps, de manières qui sont parfois trompeuses. Un peu comme pour l'alpiniste, une prise serait un peu instable si on appuie trop fort dessus. Donc on a envie quand même de se séparer un peu de ce logos, de ce mot, et pas uniquement pour rendre les choses accessibles, mais aussi parce qu'il y a une pensée non verbale en science. La science, ça peut se faire sans mots compliqués, sans vocabulaire. Pour moi, il est là le défi presque démocratique du scientifique aujourd'hui, c'est de faire comprendre, de transmettre l'envie d'avoir un sens critique, de démontrer, parfois de se dédire quand on a prouvé qu'on avait tort, mais de le faire sans mots. Et ça, aussi bien Einstein que d'autres grands scientifiques ou philosophes en ont parlé. Einstein disait qu'il avait une pensée musculaire quand il a fait cette fameuse pensée heureuse de la chute. Peut-être vous pouvez en parler, c'est une idée extraordinaire. Il y a deux choses que vous dites qui me parlent directement. Parce que quand je réfléchis à mon parcours, je me rends compte que le truc qui m'a toujours intéressé, en fait, c'est le langage. Oui. Voilà, c'est comment dire les choses que le langage ne dit pas. Comment dire avec le langage malgré ce que le langage ne dit pas, notamment les paradoxes. La physique dont on parle, la physique moderne, c'est quand même une science qui, à partir de Galilée, s'est construite contre notre cerveau, contre le sens commun. Le sens commun, l'observation, vous fait penser des choses dont la physique vous dit qu'elles sont fausses. Par exemple, mais ça fait peur. Vous dites que le réel, c'est pas la bureaucratie des apparences. Exactement. Vous voyez des corps qui tombent, vous voyez que les corps les plus lourds tombent plus vite que les corps les plus légers. Galilée vous dit non, tous ces corps de masse différente tombent à la même vitesse. Ce qui n'est pas ce que vous voyez. Donc l'observation vous trompe. Et après, il faut arriver à dire ce que le langage ne dit pas. Donc il faut, en quelque sorte, creuser une langue étrangère au sein même du langage pour ouvrir des espaces dans lesquels on va pouvoir dire l'originalité des messages qui viennent de la physique. Et il me semble que le travail de vulgarisation que j'ai tenté de faire, c'est un peu ça. C'est-à-dire d'être en lutte avec la langue pour lui faire dire autre chose que ce qu'elle répète inlassablement. Alors en lutte, mais en même temps de jouer avec, parce que l'aspect ludique de la langue excite un peu l'esprit aussi, gratte là où il faut. C'est un travail de traduction. C'est un travail de traduction. La traduction, c'est ludique. Sinon, il ne faut pas en faire. Et d'ailleurs, quand vous citez des auteurs, vous ne citez pas que Alain, ou vous ne citez pas que Feynman, ou vous ne citez pas que des philosophes. Vous citez aussi Yogi Berra, qui est quand même un personnage extrêmement savoureux. Il a inventé des phrases qu'on appelle des bérismes. C'était un entraîneur de baseball, un grand joueur avant. Au mi-temps des matchs, je ne sais pas s'il y a des mi-temps au baseball, mais en tout cas, il parlait à ses joueurs de tout sauf du match. Il leur sortait des aphorismes du genre n'oubliez jamais d'aller aux obsèques de vos amis, sinon ils ne viendront pas aux vôtres. C'est marrant parce qu'en fait, derrière l'aspect ludique de cette phrase, il y a de la conception innovante. Bien sûr. Il y a du sens sacré, il y a de l'expansion de concepts. Et tout ça peut être en fait,
menée par des mots qui paraissent très simples et qui en fait excitent l'esprit. Moi je crois beaucoup à ça. Je crois qu'il faut enlever le jargon scientifique pour parler aux gens, mais qu'il faut plutôt essayer de développer cet esprit critique, cette capacité à mettre les pieds là où ça a l'air instable a priori, quoi. Absolument, mais ça demande du temps. Oui. Et je pense que le problème de la vulgarisation, c'est une forme de crise de la patience qui fait qu'on doit tout dire rapidement. Du coup, on dit mal les choses, on n'a pas le temps de les expliquer. Ce que nous disons ressemble à un argument d'autorité, parce qu'on n'a pas le temps de dire comment les choses ont été obtenues. On peut nous opposer des émotions. Voilà, et du coup, il faudrait qu'on ait plus de temps. Voilà. Oui, il faudrait qu'on ait plus de temps, d'ailleurs, c'est bien. Écoutez, je suis désolée, mais a priori, j'ai tout compris. Démonstration. C'est déjà pas mal. Je vous remercie infiniment à tous les deux d'être venus. Merci, Céline. Au rendez-vous, on rappelle avec nous Étienne Klein, physicien, philosophe des sciences, auteur de Matière à contredire aux éditions de l'Observatoire. Alexandre Tchekal, fidèle au rendez-vous. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis en direct ou en replay. Le rendez-vous, vous le savez, c'est où vous voulez et quand vous voulez. Ciao.